C'est quoi le géologue idéal? Eh bien, Yves, je suis désolé de te l'annoncer, ça n'existe pas. En fait, il n'y a pas un type de géologue idéal, mais des géologues, comme par exemple les paléontologues qui s'intéressent aux fossiles, les vulcanologues aux volcans, les sismologues aux tremblements de terre, mais aussi des géologues travaillant dans la géologie appliquée, comme dans l'aménagement du territoire, dans le génie civil, dans l'exploration des ressources, et j'en passe. Cependant, ils ont tous une base commune, la géologie de terrain, à laquelle viennent s'ajouter d'autres disciplines indispensables, les maths, la physique, la chimie et bien sûr l'informatique. C'est pour cela que l'on ne parle plus de géologie, mais de géosciences. C'est Yves de la chaîne géologique, bienvenue. S'orienter demande du temps, comme voir cette longue vidéo, mais c'est le prix à payer, si j'ose dire, pour son avenir. Installez-vous confortablement. Pour cette vidéo, nous verrons les différents domaines des géosciences, 2. Des conseils pour s'orienter vers les géosciences, 3. Les différentes voies d'accès aux métiers des géosciences, 4. On terminera par les métiers d'avenir dans les géosciences. C'est parti! La géologie, c'est la base de tout, mais derrière, on va vers des problématiques donc, qui sont ici ces domaines d'application qu'on a essayé de résumer avec toutes les typologies d'emplois et toutes les typologies d'entreprises. En regardant, oui, on passe de la géotechnique minière donc à des choses qui vont parler éventuellement des travaux souterrains, des fondations. On va aller jusqu'aux plateformes et l'exploration des ressources carbonées fossiles qui persistent, mais qui s'accompagnent aussi d'autres travaux sur les réservoirs comme la géothermie et le stockage que vous avez également. Et puis, vous voyez on va même vers des problématiques de télédétection. Donc, la télédétection, c'est le repérage finalement des ressources en particulier avec ces images satellites, avec des parties qui peuvent être assez physiques, de traitement du signal, les photos aériennes. Donc, c'est extrêmement diversifié. C'est pour montrer finalement que quand on s'engage dans l'école de géologie, on peut aller vers ces sujets-là. Parce que j'ai un peu toujours peur de voir les grands débouchés. On parle de le vulcanologue, le paléontologue, le géologue. Les filières des géosciences sont partout. Il y en a besoin pour tout dans la vie de tous les jours. Donc, les géosciences, c'est ça, c'est le fait que ce soit très diversifié et appliqué à beaucoup de choses. Actuellement, on recherche des gens qui ont des compétences à la fois sur les aspects terrain, des observations, toucher de la roche, toucher du minéral, rechercher du fossile, faire des cartes, et également des gens qui soient capables d'analyser les données qu'on va récupérer et qui soient également capables de s'adapter aux nouvelles technologies avec notamment l'outil géophysique. Il ne faut pas être allergique à des profils sismiques, des chiffres de conductivité, de résistivité, des choses qu'on ne voit pas, mais que l'on peut mesurer grâce à des appareils. Pareil pour la géochimie. Même si on dit que tout le monde est égaux, tout ça, non, tout le monde n'a pas le même niveau. Je veux dire, il y a des gens qui sont capables de courir le 100 mètres en, en 9 secondes. Et puis d'autres qui mettent plus de temps. Donc déjà, il faut bien se connaître. Tu fais partie des étudiants qui est hyper péchu, qui comprend tout, qui est capable d'absorber plein de cours et tout ça. Dans ce cas-là, il faut pas hésiter à viser le plus haut possible et les grandes écoles. Un master qui a plus de difficultés, il va falloir envisager peut-être de faire ce qu'on appelle une filière courte. Donc, tu vois, tu peux anticiper en disant, tiens, est-ce que je suis plutôt destiné à faire des filières longues, des filières courtes? Quand je vois des jeunes, des fois, qui s'essoufflent dès la première année, évidemment, heureusement, il y existe des filières courtes et elles sont... Et elles peuvent déboucher sur des métiers, quoi. Alors, le bac, il est là pour ça, pour apprendre à se positionner. Alors, quand je dis le bac, il n'y a pas que le bac, c'est les années de seconde, de première, de terminale et puis les années d'avant. Quand tu fais post-bac aussi, on t'aide à te positionner, à te dire, tiens, toi, tu as la capacité pour déplacer des montagnes ou toi, ça va être plus compliqué. Donc, on va trouver peut-être une autre filière.
sachant qu'il y a toujours des ponts et de plus en plus de ponts. C'est-à-dire qu'on peut faire un BTS, et ensuite passer en licence, puis de master. On n'est pas figé. Mais même dans les universités, je parle d'Angers, par exemple, nous, on a mis en place des dispositifs qui permettent aux gens qui n'ont pas fait de filière scientifique d'intégrer quand même la fac de sciences. Et voilà, il y a des remises à niveau. Et souvent, ce qui pêche, c'est les problèmes de mathématiques. Il y a de plus en plus de gens qui veulent échapper aux mathématiques, mais en fait, on en a besoin. Si tu n'as pas les bases de maths, bah, ça va être compliqué de continuer dans des filières scientifiques. Les places sont rares. Voilà. Il n'y a pas énormément de paléontologues, il n'y a pas énormément de vulcanologues, il n'y a pas énormément de planétologues en France. Il faut aussi anticiper et se dire, bah, si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, j'aurais fait mon maximum. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. Hein. C'est pas grave, tu te mets à fond dans ton truc. Voilà. Comme ça, tu n'auras pas de regrets après. Hein. Regarde, il y a Thomas Pesquet, il existe. Hein, donc, oui, c'est ça. Ouais. Et ben, il y a des Thomas Pesquet de la vulcanologie, de la paléontologie, etc. Et bah, pour ça, il faut se donner les moyens. Les besoins sont très importants pour les entreprises. D'accord. Il y a une très grosse demande au niveau des entreprises pour ces techniciens. C'est-à-dire, déjà, il n'y en a pas beaucoup de techniciens qui sont formés. C'est-à-dire que les apprentis, on a 100% d'embauche au niveau des apprentis. Pour les étudiants, on a un taux net d'emploi de 92% à 1 an. L'industrie est tellement absorbe tellement de géologues finalement, avec des niveaux, on n'en a pas parlé, mais des niveaux de salaire quand même qui sont très attractifs. Bon, la carrière universitaire, finalement, quand on voit dans l'industrie les moyens qu'on peut avoir, le dernier matériel up-to-date, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on va avoir à l'université et puis voilà, est-ce que je vais avoir un poste, combien je vais être payé, est-ce que je pourrais faire vraiment des choses intéressantes. C'est vrai que l'industrie, pour ça, fait parfois un petit peu rêver, parce qu'il y a quand même aussi des secteurs de recherche et développement où voilà, hein, l'industrie met le paquet. Et, mais il y a d'autres contraintes. Il y a d'autres contraintes, voilà, effectivement. Voilà. Il y a peut-être un moment pour tout. Voilà. Sur le site de la SGF, la Société géologique de France. Donc, il y a un onglet sur les emplois, les stages, les formations. Un dernier conseil, la lecture du hors-série numéro 2 d'octobre 2022 de la revue Géologue, éditée par la Société géologique de France, sur les métiers des géosciences, évolution et challenge. Il est tout chaud. Les BTS sont rattachés à des lycées. Donc là, c'est le lycée Loritz de Nancy qui pilote ce BTS. Nous, entre guillemets, on les héberge parce que on leur met à disposition nos matériels, nos microscopes, nos salles de pétro. Donc voilà, ça, c'est une bonne entente. Qui va compter le plus, c'est la motivation à devenir du coup technicien géologue plutôt que les matières qu'il aura choisies. Parce que on a beaucoup, même si c'est pas de la remise à niveau, finalement les sciences fondamentales, on les revoit, on les applique directement aux géosciences et on a moins besoin d'aller dans par exemple dans des mathématiques ou dans de la physique complexe. On va rester dans du pratique. Dans du je comprends tout de suite où est-ce que je vais, pourquoi j'utilise cette formule. Et du coup, c'est vrai que sur le bachelor, on commence par de la pratique et on termine finalement la 3e année, on a un petit peu plus de sciences fondamentales qu'en première année où on n'en voit presque pas, c'est très très appliqué.
et il travaille un tout petit peu en informatique également. Il y a une très grosse demande au niveau des entreprises pour ces techniciens, c'est-à-dire déjà il n'y en a pas beaucoup de techniciens qui sont formés. Il y en a beaucoup qui partent en apprentissage et du coup, les entreprises les gardent. Le reste, en général, veulent continuer leurs études et ils postulent soit en ingénieur, soit en master. Et du coup, finalement, il y a peu de techniciens sur le marché et c'est les besoins sont très importants pour les entreprises. D'accord. Le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers de Cherbourg, propose un bachelor unique en France qui va sûrement vous intéresser, celui d'océanographe prospecteur. Nous, ce qu'on propose, donc, c'est une formation en 3 années. Une première année un petit peu socle de connaissances en océanographie et également en géologie. Dès la deuxième année, nous introduisons donc tous les techniques, les méthodes d'études en fait du milieu marin. Et en troisième année, en fait, nous sommes maintenant sur une spécialité en hydrographie, qui est une spécialité en forte demande en fait à l'international. Et cette troisième année de spécialité est développée chez nos partenaires en Belgique en langue anglaise pour permettre justement un placement très largement à l'international. L'hydrographie, c'est sens large en fait. Alors ça va englober tout ce qui est étude des masses d'eau et tout ce qui est topographie sous-marine, si je peux appeler ça comme ça. Donc la bathymétrie. Les géosciences, pour nous, ça fait partie du socle commun. On a beaucoup d'enseignements concernant la géologie des océans, aussi une bonne partie de géologie générale qui va notamment développer toute la minéralogie, pétrologie, notamment nous, c'est vrai, en ce qui nous concerne un petit peu plus au niveau des roches sédimentaires. Toute une partie en fait stratigraphie et géologie structurale. On a déjà pas mal de travaux pratiques, notamment tout ce qui est technique de prélèvement, technique d'échantillonnage, analyse de carottes en fait qui sont potentiellement prélevées en mer. Ensuite, en deuxième année, quand on a ces connaissances de base, c'est vrai que nous, on s'intéresse principalement aux outils géophysiques qui vont permettre notamment d'étudier donc soit la nature des fonds marins, tout ce qui est par exemple sismique haute résolution en fait que les étudiants vont mettre en œuvre et aussi interpréter en fait lors de séquences dédiées. Tout ce qui est sonar à balayage latéral, en fait, qui vont permettre de mettre en évidence notamment des traces de dynamique sédimentaire, et également une grosse partie, en fait, sur les outils, notamment les sondeurs multifaisceaux pour l'étude, en fait, des fonds marins et de leur niveau topographique, donc tout ce qui est bathymétrie. Là, c'est vrai qu'on est sur des techniques et des volumes de données qui sont assez impressionnantes. Il y a vraiment besoin, en fait, effectivement, d'opérateurs qui sont en mesure de stocker ces données, de bien les enregistrer, de bien les stocker, de bien les trier et ensuite de les préparer, en fait, pour l'analyse. Donc, dès la première année, effectivement, on a une grosse part d'enseignement sur le numérique, sur les bases de données notamment, mais également, en fait, une partie, en fait, sur de la programmation Python pour pouvoir manœuvrer, en fait, ces gros volumes de données. Et enfin, une spécialité en fait sur des systèmes d'information géographique comme QGIS pour pouvoir analyser cette donnée qui est géoréférencée, donc d'engager des analyses spatiales et pouvoir surtout à terme produire de la cartographie. 90% de nos recrutés passent principalement par le portail Parcoursup, sachant que nous étudions en fait les dossiers suivant 2 critères, la scolarité et les appréciations en fait des enseignants sur les derniers cycles en secondaire, et aussi ce qu'on appelle un dossier professionnel motivé, à savoir que nous avons très peu de place, contrairement à l'université, on a des promotions de maximum 18 étudiants. Et donc, on fait face à beaucoup de candidatures et nous avons donc plusieurs filtres en fait pour sélectionner ces candidats et principalement donc le dossier de motivation pour essayer de voir si le futur étudiant en fait a bien envisagé à la fois les étapes du cursus et surtout les métiers en fait à l'issue du diplôme.
On va avoir trois grands métiers en fait qui vont se dégager. Donc tout d'abord ce qu'on appelle le surveyor ou l'hydrographe en fait. Donc surveyor c'est un anglicisme pour dire celui en fait qui va aller sur tout ce qui est hydrographie opérationnelle. Donc ça peut être par exemple des études avant implantation d'éoliennes par exemple offshore. Donc ils vont vraiment mener la base de toutes les études de terrain. Le surveilleur, en fait, va principalement travailler effectivement en opérationnel embarqué sur des rythmes qui peuvent être assez différents, en fait, suivant les entreprises. Donc, ça peut être des rythmes de rotation 2 mois, c'est-à-dire 2 mois en mer, 2 mois à terre en vacances, ou alors des rythmes beaucoup plus courts, c'est-à-dire des sorties journalières sur des chantiers côtiers. Ensuite, on a vraiment pas mal de débouchés sur le traitement, justement, l'analyse de toutes ces données issues de l'acquisition. Et enfin, on va dire un troisième métier qui est lié à toute la technologie, toute l'instrumentation, avec vraiment des techniciens qui vont être chargés à la fois de la logistique, parfois aussi de la réparation et de certains aspects de recherche et développement en fait sur ces aspects instrumentation. Donc c'est assez diversifié, on a un petit peu pour tous les goûts. Ce cadre technique peut également trouver des emplois en tant qu'assistant ingénieur auprès des grands centres de recherche, comme principalement l'IFREMER, le CNRS, de nombreuses universités en France et à l'étranger, également le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. Même si on a le mal de mer, on peut arriver à trouver quand même des activités connexes qui sont liées en fait à ces grands domaines. On a un marché qui est de l'emploi qui est très dynamique. Actuellement, on n'est pas en capacité de fournir assez d'opérateurs par rapport à toutes les demandes. C'est des métiers passion, des métiers parfois exigeants. C'est pas toujours évident d'être embarqué comme ça de longues semaines loin de sa famille et de ses amis. On a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent parce qu'ils sont convaincus en fait de vouloir avoir une activité professionnelle en lien avec la mer ou pour en tout cas une exploitation raisonnable en fait de ces ressources. Et voilà, on est une petite école en province familiale. Et c'est tout l'intérêt à la fois, je pense, d'être un de nos étudiants ou un des professeurs, parce qu'il y a vraiment une relation, on va dire, privilégiée avec nos étudiants. Pour celles et ceux qui sont intéressés par le domaine maritime, je ne peux que leur conseiller de jeter un œil sur le master génie maritime proposé par l'ENSTA de Bretagne, c'est-à-dire l'École nationale supérieure de techniques avancées. Quand on intègre l'université pour devenir géologue, tu peux le faire par le biais plutôt maths info, chimie, physique, qu'on appelle le portail MPCIE. Puis là, c'est des métiers comme géochimiste, géophysicien, thermodynamicien, sismologue, planétologue, la modélisation, tu vois, tout est là. Ici, tu es plus sur le volet roches à observer, minéraux à observer, fossiles, les objets, le terrain. Là, c'est plus SVT. C'est après la 3e année en fait que les gens vont se spécialiser et vont s'orienter vers telle ou telle matière en fonction de ce qu'ils aiment, quoi. Et là, il y a un gros tri. Oui. Il faut que les étudiants le sachent, je pense. C'est là où on est pris en master ou pas, quoi. Oui, absolument. Alors, tu as totalement raison. Oui. Alors, sur quels critères on est pris en master ou pas? C'est sur ça, les trois années précédentes, c'est sur quoi? Parce que moi, j'ai rencontré des étudiants qui étaient effectivement déçus en disant j'ai pas été pris à tel master. Je comprends pas vraiment sur quels critères j'ai pas été pris. Alors, oui, il faut savoir que quand tu as un master de 20 places et que tu as 300 ou 400 demandes, tu vas avoir 380 déçus.
faut qu'il y ait un accord entre les objectifs du master et les objectifs professionnels de la personne. Il faut aussi que la personne corresponde au master. Il faut avoir un dossier qui soit le plus en accord avec ce qu'on veut faire. Chaque comité de sélection des masters a ses propres règles. Il n'y a pas de cahier, hein, il n'y a pas de livre. Sélectionne bien tes étudiants. Bien sûr, on va les sélectionner entre guillemets sur la motivation. Pour ça, généralement, les étudiants ont à écrire une lettre de motivation. On peut aussi demander l'avis des gens qui les ont encadrés pendant les 3 dernières années. Alors, on n'appelle pas ça des lettres de recommandation, on appelle ça des lettres d'appréciation. Sinon, le critère fondamental, c'est d'abord, il faut le diplôme. Il faut le diplôme d'avant. Il faut qu'il soit obtenu. Et il faut qu'il soit obtenu dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est-à-dire on regarde les moyennes, on regarde les notes, et puis on regarde les rangs, à quel rang la personne se situe. Alors là, tu évoquais une personne qui, dès la fin du bac, il sait déjà dans quel master il va aller. D'accord. Alors déjà, il faut faire attention, c'est que les formations, les masters, tout ça, ils sont habilités pour un certain nombre d'années. La durée de vie d'un master c'est pas pérenne, quoi. Je veux dire, c'est pas obligé que dans 10 ans, le même master existe. Ah, d'accord. Et puis, un master, c'est comme un restaurant. Il peut être bon à un certain moment. Et puis, si le chef qui fait la super bouffe, il s'en va, il peut être moins bon à une autre période. Donc, déjà, première chose sur les masters, mais sur les formations, quelles qu'elles soient, il faut toujours vérifier un petit peu, savoir qui fait à manger. Il faut savoir qu'est-ce qu'on sert comme repas. Et pour ça, il faut avoir le retour des gens qui consomment dans ce restaurant. Alors, qui de mieux que les gens qui consomment que les étudiants? Donc, faut demander l'avis des étudiants. Faut demander, alors quand on a la possibilité de les avoir. Bien sûr, on peut demander aussi l'avis aux gens qui font à manger, hein, donc c'est-à-dire les responsables de formation. Autrement, il faut regarder ce qu'on appelle le menu. Hein. Avant de rentrer dans un restaurant, Yves, tu regardes le menu à l'entrée. Après, faut être vigilant, parce que des fois, il y a marqué qu'on va te servir de la lotte à l'armoricaine, et puis en fait, non, il n'y en a pas. Il y a tromperie sur la marchandise, comme l'on dit. Quand je suis allé sur l'annuaire des masters dispensés en France au niveau de la SGF, j'ai été impressionné par leur variété, aussi bien en géologie fondamentale, de la planétologie jusqu'à la paléontologie, en passant par les volcans, et j'en passe, qu'en géologie appliquée, de l'hydrogéologie à l'environnement, en passant par les ressources minières. C'est 3 ans pour une thèse? Généralement, le minimum, c'est autour de 3 ans, nécessite un financement. Et quand je dis financement, c'est à la fois financement du salaire du thésard, mais également de cotiser pour des charges. C'est-à-dire que le thésard, ça c'est un gros avantage, c'est que maintenant, quand il fait sa thèse, il cotise. Donc tu évoquais la retraite, et c'est pris en compte maintenant. Non, c'est ça. Ça ne l'était pas avant. Non, il y a des progrès énormes qui sont faits. D'accord. Ceci dit, oui, faut être péchu, faut faut y croire, faut la foi, quoi. Et il faut savoir pourquoi on fait ça. Mais en tout cas, faut pas le faire pour l'argent. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Si vous voulez faire des sciences pour l'argent, voilà ailleurs. Voilà ailleurs. Alors, les intérêts, d'abord, c'est de répondre à une question scientifique. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, j'ai un problème, là, j'ai cette question et je veux y répondre. Je veux trouver des éléments de réponse, je veux trouver une technique pour y répondre. Ça, c'est fabuleux. C'est la démarche intellectuelle, c'est la démarche scientifique. Et puis, après, pourquoi faire une thèse? Ça peut être pour pouvoir faire des publications, les publications qui vont te permettre de valoriser les résultats de ton travail. Mais il y a aussi, il ne faut pas se leurrer, tu fais une thèse pour avoir un diplôme à Bac+8, qui te permettra ensuite d'être sur une liste de qualifications pour prétendre à des métiers, comme par exemple celui d'enseignant-chercheur. Et aussi avoir un dossier qui permet ensuite de postuler à des emplois qui nécessitent l'obtention de ce diplôme. Est-ce ta question ou est-ce une question que veut
que veut travailler une équipe de laboratoire d'enseignants-chercheurs? Elle est faite par le laboratoire qui t'accueille. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Et elle fait partie d'un programme de recherche. Donc la question est déjà prédéfinie. Et les gens qui vont être pris pour faire la thèse, en fait, ils postulent. C'est un emploi. Donc, ils postulent, ils sont nombreux, ils sont auditionnés, on regarde leur dossier. Quand je dis on, c'est les comités de sélection des candidats qui vont examiner le dossier de chaque candidat et qui vont dire lequel ou laquelle des candidats-candidates est capable de mener à bien ce travail au bout des 3 ans. Où est-ce que l'on trouve ces, entre guillemets, annonces de recherche thésard pour tel sujet? Alors, c'est pas sur le bon coin. Il y a des organismes, par exemple, qui financent des bourses de thèse et qui affichent clairement, comme le BRGM, par exemple. Le BRGM peut dire, voilà, on a une thèse pour ça, 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 ça. Et après, ils mettent ça sur leur site et les gens postulent. Dans les universités, c'est pareil. Il y a des appels d'offres qui sont faits. Nancy est un gros pôle géosciences, puisque on a tous les types de formations. On a les formations de licence, de master, et donc d'ingénieur, et donc de master 2, mais de master aussi. Donc, on a vraiment un gros pôle de formation en géosciences. Pour vous donner quelques chiffres, donc j'ai 42 enseignants-chercheurs à l'école. Donc, c'est une spécificité de cette école qui est donc école interne de l'Université de Lorraine, c'est que tous nos enseignants sont rattachés à des laboratoires de recherche. Près 110 à 120 élèves par promotion chaque année. Donc, ils vont rentrer sur un cursus de 3 ans. Je peux aussi vous dire qu'on a 50% de filles dans l'école, donc on a une belle parité, ce qui n'est pas souvent le cas dans les écoles d'ingénieurs. Donc ça, on est assez content de la chose. Et puis, je voudrais aussi préciser qu'on est une école publique qui dépend donc du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec donc des droits d'inscription qui sont de l'ordre d'une école publique. Voilà. Et c'est la seule école publique nationale d'ailleurs? Tout à fait, tout à fait. On a d'autres partenaires sur la France qui balayent des domaines un peu particuliers des géosciences. Je pense par exemple à l'NCJ à Bordeaux qui va un petit peu plus se focaliser sur l'environnement. On a l'EOST à Strasbourg qui est une école de géophysique qui est un de nos partenaires. On a Polytech Sorbonne avec une option sciences de la Terre et puis Unilassal qui est le partenaire privé. Et on s'est réunis en une association qui s'appelle l'Alliance des écoles d'ingénieurs en géosciences pour travailler ensemble sur les compétences, les métiers, les évolutions. Voilà, donc, mais on est la seule école à balayer de l'ensemble des sujets de la géologie, ce qu'on appelle les géosciences finalement maintenant. Voilà. En CPGE, première année, on a 96 places, entre guillemets, avec 64 places en BCPST, donc c'est quand même le profil important de l'école. Et 20 places entre MP, PC, PSI sur le concours Mintelecom, en sachant que le BCPST, c'est le concours G2E. Et le complément de ces 96, c'est effectivement les élèves qui sont recrutés sur la prépa des INP, c'est le terme, et sur des profils de licence en géosciences. Donc, ça fait un beau panel de profils. Ah oui, complètement, oui. Avec du coup un tronc commun à l'école qui est important parce qu'il va faire 3 semestres, le temps de remettre tout ce beau monde, on va dire, à niveau en géosciences. C'est très riche du coup, on est assez fiers de cette richesse de profil. Donc c'est assez sélectif, mais je dis toujours que ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on a des élèves qui effectivement, suite au concours, nous classent en VE1. Et ça, c'est très important. On n'arrive pas en géologie par hasard. Ah oui, ça fait plaisir. C'est vraiment, voilà, ça c'est quelque chose de vraiment très important pour l'école. On a des élèves motivés qui ont déjà en tête un peu des projets, donc c'est du pur bonheur pour un enseignant-chercheur. Ils arrivent maintenant et ils veulent travailler dans des carrières qui ont du sens, c'est le mot important. Et je trouve ça assez génial parce qu'ils arrivent avec une conscience écologique effectivement très développée. Et quel que soit le domaine, j'ai beaucoup d'élèves qui s'orientent vers la mine, mais avec cette problématique, on ne fait plus de la mine comme avant. On parle de la mine du futur, on parle de mine urbaine, on parle de recyclage. Et donc, toutes ces choses-là, ils arrivent vraiment avec ça en tête et ils ont cette demande. Par exemple, c'est pareil, tout ce qui concerne les réservoirs. On fait certes encore du pétrole et des gaz parce qu'il y en a encore pour 50 ans, mais on a maintenant beaucoup d'élèves qui se placent en géothermie, en stockage de CO2, en stockage d'énergie. Et ils arrivent avec
ces demandes-là, clairement. Et nous, on accompagne. Et moi, je suis assez fière de me dire que je vais former des scientifiques experts dans le domaine, des masters E, donc post-diplôme. On propose aussi des choses à nos élèves et au public d'un peu partout, hein, et même à l'international. En particulier, on a une situation de travail autour d'une chaire de recherche et de formation qu'on a créée récemment avec l'École des mines de Paris, l'École des mines d'Alès, l'École des mines de Nancy et l'École de géologie de Nancy. C'est une chaire qui s'appelle Industrie minérale et territoire, parce qu'il y a aussi cette dimension de plus en plus importante sur l'acceptabilité sociétale, la gestion des controverses, le fait qu'il faut co-construire avec la population. Et donc, on a monté justement une formation de Master E qui s'appelle le Master MIRIS, qui est accessible à nos élèves, mais à d'autres personnes. Donc oui, on a ces sujets-là en tête. On travaille aussi avec l'ENGES à Strasbourg, qui est une école qui s'occupe du traitement des déchets, avec un Master E à nouveau qui s'occupe de cette problématique-là. J'ai un problème, on nous demande de former plus d'ingénieurs en ce moment, clairement. Ah, d'accord. Alors, il y a des demandes évidemment dans tous les domaines, en particulier en ce moment en géotechnique et génie civil, parce qu'il y a toutes les grandes infrastructures qui sont un petit peu particulières. Je pense au Grand Paris, par exemple, même éventuellement tout ce qui concerne le site de Bure. Donc ça, c'est un domaine qui recrute, mais dans tous les domaines, à nouveau. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'école étant plus que centenaire, j'ai 5000 diplômés en tout de l'école, avec 2600 diplômés en activité et qui sont très demandeurs des profils similaires aux leurs. Ils nous accompagnent vraiment au quotidien pour les stages, pour les emplois, pour les cours, parce qu'ils viennent aussi régulièrement à l'école. Et donc, il n'y a aucun souci de placement de nos élèves. À nouveau, tous les sujets sont porteurs actuellement. Alors, la prépa intégrée, donc ça veut dire les 2 premières années, ce n'est pas comme une prépa classique, c'est 2 ans, on appelle ça le cycle pré-ingénieur, dans lequel on fait, on va dire, les sciences fondamentales nécessaires pour tout ingénieur en sciences, donc des maths, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'informatique. Et on va faire aussi tout ce qui est sciences de l'entreprise pour former un ingénieur. Ça va être de l'économie, de la gestion. Et puis, donc, une partie en géosciences si vous rentrez en géosciences chez nous. D'accord. Ça, c'est sur les 2 premières années. Déjà, c'est Parcoursup, donc il y a les vœux. Oui. Suite à ça, il y a le dossier, on évalue le dossier et ensuite un entretien. Les maths sont vraiment pour nous indispensables, même si on pourra accepter des profils qui n'ont pas maths et à ce moment-là, on demande l'option maths complémentaire. La physique est très importante, la chimie aussi en géologie. Donc, c'est vrai que quand on a un étudiant qui a les 3, maths complémentaires, physique, chimie et SVT, c'est là où il aura finalement le moins de difficultés en première année. BCPST, il n'y a pas de concours. Par contre, prépa, MP, PSI, etc., oui, il y a le concours. Alors, à la fin de la 2e année, ils doivent déjà choisir leur univers. Ils ne sont pas obligés de continuer dans les géosciences. Ils peuvent changer. Ils peuvent aller, par exemple, en génie de l'environnement. Ils peuvent aller en agriculture, en alimentation et santé. Mais en général, une fois qu'ils sont en géosciences, ils ne changent pas trop d'orientation. À la fin de cette 2e année, ils partent du coup pour leur semestre de 3e année, le premier semestre, à l'étranger. Donc, ce semestre à l'étranger, c'est soit dans des universités partenaires, soit un stage à l'étranger, dans le domaine à chaque fois des géosciences. Donc là, ils commencent déjà à choisir un petit peu un secteur d'activité qui va leur plaire. Et du coup, l'étudiant, une fois qu'il revient de son semestre à l'étranger, là, il ne suit presque que des cours de géosciences. Il va voir tous les domaines que je vous ai cités. Et à la fin de la 3e année, il va devoir choisir l'une de ces orientations-là. D'accord. La part de l'informatique dans les géosciences actuellement, sur la modélisation, ça prend de plus en plus de place? Oui, ça prend de plus en plus de place. Et cette année, on a ouvert d'ailleurs un parcours qui s'appelle Numérique appliqué aux géosciences. Il faut savoir que le numérique a toujours été présent dans les géosciences, tout simplement parce que le géologue traite une quantité de données très importante. Et il les traite dans les 4 dimensions, c'est-à-dire dans les dimensions de l'espace, mais également dans le temps. Donc là, voilà, c'est vraiment une plus-value très importante. Sous statut étudiant, donc les frais de scolarité pour les ingénieurs
en première année, c'est 6 600 €. Et pour les techniciens, c'est 7 000 €. D'accord. Il y a bien sûr des bourses, hein. Il y a des bourses régionales. Nous, on a aussi des bourses en interne. On a aussi des prêts. Il y a plusieurs possibilités de financer ces études. Et puis, vu le nombre de stages qu'on propose, la durée des stages qu'on propose, les stages peuvent être presque tous rémunérés sur la scolarité. Pour l'apprentissage, la majorité des entreprises payent des impôts par rapport à l'apprentissage. Et du coup, c'est un organisme indépendant qui va gérer ça. Et c'est cet organisme qui va payer les frais de scolarité de l'apprenti. L'entreprise n'a à payer que le salaire du coup de l'apprenti. Les apprentis, on va les mettre à part, c'est-à-dire que les apprentis, on a 100% d'embauche au niveau des apprentis. Pour les étudiants, on a un taux net d'emploi de 92% à 1 an. Chaque année, on a des étudiants qui continuent après leur diplôme d'ingénieur, ils poursuivent en thèse. Et là, on va s'orienter vraiment vers finalement la géologie fondamentale. Ça va être de la volcanologie, de la paléontologie, de la glaciologie, des études, tout ce qui est tremblement de terre. On va parler finalement de recherche beaucoup plus approfondie. Et il y a aussi des étudiants qui font de la recherche appliquée avec des thèses en collaboration avec une entreprise, par exemple. Et ça, on en a chaque année, on a c'est très variable, entre 5 et 15% de nos étudiants ingénieurs poursuivent en thèse. Et s'il y en a qui s'installent en indépendant et qui font du consulting ou pas, ou c'est très rare? Il y en a un petit peu. Je pense que c'est moins que les étudiants qui poursuivent en thèse. Par contre, on a de plus en plus, et là j'aurais du mal à quantifier parce que c'est quand même assez récent, de plus en plus de jeunes diplômés qui ouvrent des startups. Je dirais depuis 3 ans, vraiment une forte augmentation, en particulier sur le numérique et les géosciences. Et puis sur tout ce qui est les nouvelles énergies, le stockage, par exemple stockage de CO2, l'hélium, l'hydrogène, toutes ces nouvelles filières où il y a beaucoup de startups qui s'installent. D'accord. Place maintenant à un exemple de cycle ingénieur réunissant 2 disciplines très complémentaires, le génie civil, c'est-à-dire l'ensemble des techniques de construction civile, et les géosciences dans le domaine géotechnique, c'est-à-dire l'étude des propriétés des sols et des roches en fonction des projets de construction d'ouvrages d'art. Ce cycle étant proposé par l'UPSITEC de Toulouse. Ce vivier avec l'IUP Génie de l'environnement et notamment l'option sol et notre département Génie civil infrastructure, il nous est apparu opportun de fusionner les deux et de faire une formation Génie civil et géosciences qui était une nouveauté en France et qui est la seule école d'ingénieurs à proposer cette particularité. Les problèmes de sol sont récurrents sur les projets, qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux. Et donc voilà, je pense que c'est une spécificité très intéressante de notre formation de donner des compétences en géosciences, en sol, en environnement à nos ingénieurs qui pourront travailler soit dans le domaine du BTP, mais qui pourront aussi se spécialiser dans le domaine de la géotechnique, des géosciences, sur différents métiers. On a un public qui, au départ, est un public principalement qui vient des IUT de génie civil, et donc qui a assez peu de connaissances dans les domaines des sciences de la Terre, d'une manière générale, et des sciences du sol encore moins. On est amené à leur montrer dans quelle mesure leur métier va être impacté par des problématiques des géosciences, que ce soit au niveau de chantier, mais aussi au niveau tout simplement de la législation qui est en train de énormément évoluer. Et alors à l'heure actuelle, avec le zéro artificialisation net, qui est un peu une démarche juridique maintenant qui va être très forte sur les chantiers, c'est très important que les étudiants qui vont être amenés à être sur chantier, puisque en fait le métier principal auquel on forme les étudiants, ce sont des conducteurs de travaux essentiellement, mais les conducteurs de travaux se doivent maintenant d'avoir un minimum de culture, même s'ils vont se destiner qu'à faire du travaux, un minimum de culture et de connaissances dans des domaines qui relèvent plus de l'environnement et des géosciences en fait. J'enseigne la pédologie de terrain, du concept de formation de sol. Qu'est-ce que c'est qu'un sol? Un sol vivant. On leur parle de contamination, on leur parle d'interaction entre le sol et les plantes. Et ensuite, j'ai des collègues qui travaillent, eux, plus sur la géologie, les géosciences d'une manière plus générale, la connaissance des roches, la mise en place de ces roches,
et les problématiques associées au lien entre la géologie et la géotechnique, avec la notion de risque qui est sous-tendue et de méthode d'étude aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, que ce soit dans le domaine du génie civil ou le domaine de la géotechnique, la double compétence, entre guillemets, parce que la compétence, elle est surtout dans le génie civil et puis on a une coloration géosciences derrière, elle est très appréciée des professionnels. 3 sources de recrutement que sont donc les IUT d'une part, mais aussi les classes préparatoires des écoles et les licences L1, L2 de l'université universitaire. Donc, aussi bien dans le domaine de la mécanique, physique, etc., mais aussi de plus en plus, depuis quelques années, on l'a ouvert à des gens qui étaient plutôt du domaine SVT, en L1, L2. Et donc, même si ces gens ont parfois quelques lacunes dans le domaine de la mécanique, de la physique, on voit qu'ils arrivent avec un minimum de travail, mais ça a beaucoup forcé finalement. Ils arrivent à surmonter ces petites lacunes et ce sont des gens très motivés qui s'en sortent très bien et qui arrivent à rattraper le retard. Et depuis la rentrée dernière, nous avons ouvert à l'université, nous avions déjà une prépa intégrée à l'université, qu'on appelle CUPGE, qui prépare aux grandes écoles, comme les prépas de lycée. Et donc nous l'avons rattaché depuis l'année dernière à l'UPSITEC, avec donc un cycle intégré, si vous voulez, comme le font beaucoup d'écoles ingénieurs, les INSA, les INP, etc. Et donc on apparaît maintenant des Parcoursup, c'est-à-dire que les jeunes en lycée peuvent trouver notre école UPSITEC dans Parcoursup. Donc école publique, donc avec une inscription qui est autour de 500 euros. 600 et quelques euros. Les étudiants sont embauchés en entreprise lors du dernier stage. Donc, les entreprises se battent pour avoir des jeunes diplômés et nous contactent très en amont pour essayer d'attirer les jeunes vers leurs entreprises parce qu'il y a beaucoup d'embauches en ce moment. On essaye d'améliorer cette image-là et de faire des efforts pour effectivement moins polluer, utiliser moins de béton, beaucoup plus de matériaux biosourcés. Dans les constructions, on enseigne des nouveaux matériaux, c'est-à-dire par exemple pour faire des isolants, la paille, le chanvre. On fait des ouvrages en terre crue maintenant, mais on sait faire des ouvrages en terre crue, y compris des bâtiments de grande hauteur, bois également, donc c'est des choses vers quoi on va. Dans notre parcours génie civil et géotechnique, il y a beaucoup d'étudiants qui partent faire leur stage à l'étranger. Et il y en a beaucoup aussi qui, après, ont été embauchés par ces entreprises à l'étranger, d'aller apprendre d'une autre culture, une autre manière de voir les choses. Ils sont vraiment extrêmement demandeurs de ces choses-là. Une remarque m'avait fait un étudiant, il m'a dit moi, je ne veux plus travailler en géologie parce que je ne veux pas polluer. Et je lui dis, tu sais, la géole, c'est aussi peut-être des solutions pour l'avenir, pour éviter justement que la Terre ne soit en pâtisse, quoi. Donc, il y a peut-être sur toutes ces problématiques environnementales, d'aménagement et de recherche de matériaux qui soient les moins polluants possibles. Là, il y a de l'avenir. On est vraiment là pour vivre sur notre planète avec ce qu'on a et d'essayer de faire pour que ça se passe bien. Évidemment, à travailler sur le sujet de la transition énergétique, ce qu'on fait, on va dire, on le fait, mais on ne l'affiche pas forcément trop. Donc, on est en train de regarder un petit peu ça pour pouvoir l'expliciter. On a besoin toujours de communiquer sur nos métiers. Je ne vous cache pas que le géologue dans le grand public, il est toujours vu comme quelqu'un qui a un marteau, des grosses chaussures. Et c'est tellement diversifié désormais. Donc, il y a ce gros travail de communication et sur le fait qu'effectivement, on est un acteur important, évidemment, dans tout ce qui est transition actuellement, que ce soit la transition climatique, mais la transition numérique aussi. Donc là, il y a vraiment, il faut qu'on marque cette empreinte pour notre école. Et puis, il y a la grande question de la donnée. J'aime bien dire que dans le big data, la data, c'est le géologue qui va la chercher. Et c'est le seul qui est capable de voir un peu aussi qu'elle est compliquée, cette donnée naturelle, qu'elle est pleine d'incertitudes. Donc, on a cette transformation, nous, qui pose question, sachant qu'en gros, on ne veut pas brader le côté géologue. Et on ne peut pas tout faire. En 3 ans, c'est compliqué. Oui. Donc là, on est en train de travailler à des formations complémentaires ou de la double compétence pour accommoder justement des profils d'élèves qui s'intéresseraient à l'intelligence artificielle, au machine learning, enfin tout ce qu'on entend actuellement. Voilà. Mais en connaissance de cause, j'insiste, parce qu'à nouveau, le géologue, il comprend qu'il sait diagnostiquer la base de données initiale,
avant de lancer tous les algorithmes du monde. Voilà. Ouais, C'est important, hein, c'est vraiment fondamental, je pense. Donc ça, c'est un gros chantier aussi qu'on est en train de regarder. Et puis à nouveau, c'est surtout une évolution des effectifs. Hein. Donc je regarde en ce moment, par exemple, le montage d'un nouveau diplôme en apprentissage pour pouvoir proposer des ingénieurs peut-être un peu plus opérationnels. Pourquoi pas avec un recrutement issu des BTS ou des DUT pour pouvoir à nouveau donner des emplois, hein, parce qu'on a des recruteurs qui sont de plus en plus exigeants et demandeurs de profils de ce type-là. Donc, on regarde à élargir un petit peu le vivier de recrutement pour aller vers d'autres types de formations. Oui, et je voudrais rajouter une nouvelle formation là qu'on vient d'ouvrir. Alors, avant, on avait effectivement une formation qui était orientée ressources énergétiques. Les ressources énergétiques ont beaucoup évolué sur les dernières années. Donc déjà, on avait une certaine évolution de notre côté pour la formation. Et là, on a vraiment modifié cette formation-là pour que ça soit en adéquation avec les besoins de la société. Donc la société a besoin de ressources énergétiques. Voilà, la consommation est de plus en plus importante. Le problème étant ce qu'elle en fait et de la pollution générée, des gaz à effet de serre, etc. Donc, il faut trouver des solutions déjà dès ces ressources énergétiques-là. Initialement, voilà, comment faire? On ne va pas pouvoir du jour au lendemain passer d'une consommation énorme finalement en hydrocarbures à 100% d'éoliennes, par exemple. C'est pas possible, la consommation est trop importante. Mais du coup, nous, on fait aussi un travail sur le mix énergétique. Et donc, cette formation, elle est orientée sur les énergies, les risques climatiques et le territoire. L'objectif étant de former des géologues qui connaissent toutes les énergies, c'est-à-dire, oui, ils vont connaître les hydrocarbures, mais ce n'est pas forcément l'énergie qui vont le plus développer, au contraire. Ils vont connaître aussi, oui, la gestion de l'uranium, une centrale nucléaire, etc. Mais ça va être orienté sur aussi les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, les énergies marines, et la principale énergie là qu'il va falloir vraiment développer un petit peu partout, c'est la géothermie, où cette énergie produit des quantités quand même très importantes d'énergie pour finalement une pollution très très faible. Donc ça, c'est en grand développement. Et il y a tout ce qui est stockage, donc stockage d'énergie. Par exemple, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, c'est de l'énergie non continue. Et il faut la stocker quelque part. On peut la stocker sous forme d'hydrogène, par exemple, et il faut le stocker quelque part, ce gaz. D'accord. Donc, il y a tout ce qui est aussi, on va appeler ça la géologie des cavités, pour pouvoir stocker. Donc, ce parcours-là, c'est un parcours qui, au sein d'un territoire, va proposer un mix énergétique, le meilleur mix énergétique au niveau environnemental, pour un territoire donné. Le territoire, ça peut être un quartier, ça peut être une ville, ça peut être un pays. Donc, c'est adapté aussi à ce territoire-là. Et en plus, comme on a la chance d'avoir une école aussi orientée en agriculture, le géologue va avoir des notions en méthanisation, biocarburant, agroforesterie, qui est par exemple un très gros puits à carbone. On va pouvoir planter une forêt à tel endroit pour compenser, par exemple, le carbone. Donc, cette formation-là va s'ouvrir en 4e année en septembre. Ouverte donc aux étudiants en géosciences, ouverte aux étudiants aussi en agriculture et en génie de l'environnement, accessible en admission parallèle, bien sûr. Et cette formation est supportée par des entreprises. C'est des entreprises qui sont venues nous voir. Donc, on a déjà des projets pour travailler sur cette formation-là. On a déjà des stages, on a déjà des futurs emplois, parce qu'il n'y a aucun ingénieur formé dans ce domaine-là aussi vaste. Donc, notre objectif, c'est aussi de former des géologues pour qu'ils puissent aller discuter avec le grand public, pour que finalement la société comprenne les enjeux, comprenne le projet technique et participe aussi à ce projet, soit vraiment acteur de ce projet. Le but, c'est pas du tout d'imposer un projet, c'est de vraiment avoir toute la société qui participe à ça. Bravo à ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. Ils et elles sont bien partis au niveau de leur orientation. Je remercie vivement tous les intervenants pour leurs éclairages précieux. Tous les liens concernant les formations abordées ici sont dans la description de cette vidéo, où vous trouverez un lien renvoyant à une page très fournie en ressources du drive de la chaîne. Si j'ai oublié des points, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires.
Cette chaîne est un espace de partage. Pour terminer, je vous laisserai méditer une citation du célèbre acteur James Dean, disparu trop tôt, qui disait « Puisqu'on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles. » Continuez à apprendre et progresser en géosciences et à bientôt pour de nouvelles aventures.